Donc, bonjour tout le monde, bienvenue à ce midi réflexion de la Coalition Solidarité Santé organisée par le Comité Santé et crise climatique de la coalition. La Coalition Solidarité Santé, c'est plus de 40 membres partout au Québec qui défendent depuis plus de 35 ans le droit à la santé par les piliers là, du système public, donc l'universalité, la gratuité, l'administration publique, l'accessibilité. De, des soins de santé et des services sociaux. Et on s'intéresse récemment, là, mais plus précisément, beaucoup aux déterminants sociaux de la santé. Et les changements climatiques, là, comme on le sait, font partie des... En fait, ce serait le plus grand obstacle à la santé qu'on va avoir à faire face. Euh, donc, on s'intéresse beaucoup à ça. Et aujourd'hui, notre panel s'intitule Les changements climatiques et l'accessibilité universelle, les impacts sur les populations concernées. Et on a avec nous deux panélistes extraordinaires. Donc, Muriel Maxine, qui est professeure adjointe à l'École de santé publique de l'Université de Montréal, où elle a complété un doctorat en santé publique, option santé mondiale. Elle a réalisé sa formation postdoctorale sur la gouvernance mondiale de la santé relative à la COVID-19 et les priorités de recherche en santé populationnelle au Canada à la Dalalana School of Public Health de l'Université de Toronto. Et on a Marie-Pierre Arsenault, qui est agente de planification, programme et recherche en changement climatique à la Direction régionale de la santé publique de Montréal. Elle a profit, elle met à profit son expertise pour soutenir la planification et la mise en œuvre d'interventions en santé publique liées à la résilience climatique et communautaire adaptée aux réalités locales. Donc, aujourd'hui, nos panélistes vont être animés par Sarah Dubuc, qui est d'Execo, qui est un membre de la Coalition Solidarité Santé, qui font partie du Comité Santé et crise climatique. Donc, merci beaucoup d'être là. Merci Geneviève. Vous m'entendez? Super. Merci tout le monde d'être présent là, pour ce webinaire midi réflexion et discussion en ce jour de la Terre. Alors oui, je suis Sarah de l'organisme Execo, organisme de défense des droits pour les personnes qui ont un handicap moteur. Et je fais partie du comité santé crise climatique qui organise ce webinaire. On a choisi comme thématique l'intersection entre les changements climatiques et le handicap parce que les personnes en situation de handicap sont touchées de manière disproportionnée par les effets de la crise climatique dans le monde entier. Hein. Elles sont plus nombreuses à notamment perdre la vie lors d'événements météorologiques graves comme les vagues de chaleur, les incendies de forêt, les inondations graves. Euh, c'est pourquoi une approche qui est centrée en fait sur le handicap, une adaptation climatique qui tient compte du handicap est vraiment essentielle pour protéger la vie, la sécurité des personnes en situation de handicap, mais c'est tout autant important pour renforcer la résilience climatique là, de la société dans son ensemble. Bon, sans plus attendre, je vais pouvoir lancer la première question de panel. Muriel va devoir nous quitter un peu avant le coup de 13 heures. Donc, je vais la laisser répondre en premier à la question. Puis ensuite, Marie-Pierre pourra enchaîner. Puis ensuite, on va pouvoir alterner là, au fil des questions de panel. Alors, pour commencer, comment les personnes en situation de handicap sont-elles impactées par les changements climatiques et quels défis particuliers font-elles face? Je vous laisse la table. Merci beaucoup. Tout d'abord, merci à Geneviève, à la Coalition, et puis à Sarah et à Execo de nous avoir invités, Marie-Pierre et moi. Donc, je vais me lancer avec cette première question. En fait, mes réponses sont tirées des résultats et des constats de deux projets de recherche, un qu'on a clos il n'y a pas très longtemps sur l'accès aux services de santé pour les personnes en situation de handicap et leurs animaux en Ouganda et au Québec. Donc, je vais plus parler de la composante québécoise. Et puis, dans un contexte de changement climatique. Et puis, le deuxième projet qu'on est en train de mettre en place avec mes collègues Thierry Hurliman et puis il y a aussi Léandre et Pau qui sont avec nous à l'écran. Donc, ce projet porte sur les impacts des changements climatiques sur la santé mentale et physique des personnes en situation de handicap dans trois régions du Québec. Donc, premièrement, les personnes en situation de handicap et je dirais aussi les animaux,
que ce soit les animaux d'assistance ou de compagnie des personnes en situation de handicap, sont grandement impactés, en tout cas influencés à différents niveaux lors des chaleurs extrêmes, des canicules, des inondations ou des grands froids avec gel et dégel. Et on l'a vu dernièrement qu'il y a eu beaucoup de fluctuations par rapport aux aléas climatiques. Alors d'abord sur leur propre santé physique, qui est affectée par différents événements climatiques qui peuvent exacerber leur état de santé, par exemple l'asthme, l'inflammation des muscles, des joints, les maladies chroniques, mais aussi la santé physique des chiens d'assistance lors des canicules ou des grands froids à l'extérieur, les empêchant de participer, par exemple, à des activités essentielles ou par exemple que la santé de leurs animaux de compagnie. Par exemple, on avait des participants qui disaient que les furets ou les chats de compagnie faisaient partie de leur vie quotidienne. C'était un filet social pour leur santé mentale. Et en fait, ces animaux étaient aussi impactés par la chaleur et pouvaient mourir. Donc ça, c'est un premier constat au niveau des impacts, mais aussi au-delà de la santé physique, il faut revenir aussi un peu en amont par rapport à l'accès aux services de santé. Et on voit que les événements de changement climatique affectent aussi ces accès-là aux services de santé, que ce soit pour les humains ou leurs animaux. Par exemple, lorsque le transport adapté est perturbé, quand les pannes d'électricité les empêchent, par exemple, de recharger les fauteuils électriques ou les équipements médicaux à la maison, ou quand les routes deviennent inaccessibles par la neige ou le verglas, ou que les refuges, et ça a été aussi partagé lors des groupes de discussion qu'on a eu avec des personnes en situation de handicap, que les refuges d'évacuation lors des désastres, d'aléas climatiques, par exemple les grands feux, il n'y a pas très longtemps, en 2023, les inondations ne sont pas adaptées aux différents handicaps des personnes en situation de handicap, ni aux besoins de leurs animaux qui les accompagnent. Donc ça, c'est un autre grand champ d'impact. Et puis, s'ajoute à cela les effets des changements climatiques sur la santé mentale des personnes en situation de handicap, avec une exacerbation de l'anxiété, mais aussi surtout un stress qui est lié à l'isolement causé par des structures déjà qui sont inaccessibles, inadaptées à leurs besoins et à leur réalité. Et puis déjà, et tout le monde le sait, je pense, autour de l'écran, en temps de non-crise ou sans aléas climatiques, les personnes en situation de handicap font déjà face à une panoplie de barrières physiques, communicationnelles, d'attitudes des prestataires de services ou de la communauté et une invisibilisation systémique qui façonne souvent de façon sous-optimale leur santé et bien-être. Et ça, c'était vraiment soulevé à plusieurs reprises. Certes, les changements climatiques exacerbent, accentuent les iniquités de santé, mais les barrières existaient déjà, donc il y a un double fardeau au niveau des impacts. Et puis, pour finir, et je vais laisser la parole à Marie-Pierre pour cette question, on est en train, avec le Centre de recherche de santé publique, de tout colliger tout ça à travers un feuillet. Donc, si jamais ça vous intéresse, je peux le partager à Geneviève et Sarah pour les personnes qui veulent en savoir plus. Voilà, Marie-Pierre. Parfait. Ben, bonjour tout le monde. Merci d'être là. Merci d'être là aussi sur l'heure du midi. Là. Je sais que votre temps est compté puis que ces moments de pause sont précieux. Donc, merci de les partager avec nous. Moi, ben, en fait, c'est ça. Je travaille à la Direction régionale de santé publique de Montréal. Puis, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est des résultats d'un projet qui s'appelle la cartographie participative des actifs communautaires en résilience climatique. Donc, c'est un nom un peu compliqué, mais euh, en fait, en gros, on s'est intéressé aux ingrédients de la résilience. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'un quartier va être en mesure de faire face à un aléa climatique peut-être mieux qu'un autre? Donc, c'est quoi les éléments qui font en sorte qu'on contribue à la résilience climatique, qu'on peut la bâtir, qu'on peut la soutenir?
Donc, pour ce faire, là, on a fait une grosse démarche participative au courant de la dernière année où on est allé sonder différents groupes populationnels, donc des groupes populationnels qui avaient été identifiés comme étant plus susceptibles d'être vulnérables aux impacts des changements climatiques dans le cadre d'une étude là, qui a été faite à la santé publique qui s'appelle communément appelée le VRAC, là, mais donc c'est une analyse des vulnérabilités au changement climatique. Donc, dans cette grosse étude-là, il y avait différents groupes qui avaient été identifiés comme plus vulnérables. Puis, évidemment, bon, les personnes en situation de handicap étaient ressorties comme un groupe prioritaire. Donc, on est allé sonder différents groupes, dont celui-là. Mais aujourd'hui, je vais mettre un focus le plus particulier sur les résultats qui sont ressortis là, de ces rencontres-là. Donc, déjà, juste peut-être mentionner que nous, on s'intéresse à la vulnérabilité, puis il y a trois gros facteurs qui contribuent à la vulnérabilité, c'est-à-dire la sensibilité, l'exposition, puis la capacité d'adaptation. Donc, la sensibilité, c'est un peu ce qui est comme intrinsèque à nous. Ça peut être différents éléments, notamment, bon, ça peut être notre âge, ça peut être notre statut de santé, ça peut être différentes choses comme ça, mais qui sont comme un peu plus intrinsèques à nous. Puis, bon, évidemment, là, les personnes en situation de handicap ont des limitations particulières à ce niveau-là. Donc, les changements climatiques, elles impactent, puis souvent, elles exacerbent certains problèmes qui sont déjà existants. Donc, par exemple, évidemment, il y a plein de sortes de handicaps, puis je ne vais pas essayer là, de tout couvrir ici, mais ce qu'on a entendu, par exemple, c'est que certaines personnes ont certains handicaps ou prennent la médication, des maladies chroniques, tout ça. Donc, les aléas climatiques, notamment les grandes chaleurs, ça peut exacerber certains symptômes, des douleurs, des inconforts, mais aussi interagir avec leurs médicaments, là, donc qui peuvent faire en sorte que bon, ils sont comme beaucoup moins résistants, par exemple, à la chaleur ou sont moins capables de se réchauffer. Donc ça, c'est par exemple, c'est des choses qu'on a entendues. Ensuite, donc ça peut aussi évidemment là, générer des risques accrus. Donc, quelqu'un aussi nous disait que c'est une intervenante qui racontait que les gens avec qui il travaillait, en fait, ils ressentaient pas beaucoup le chaud et le froid. Donc, évidemment, s'il y a des canicules ou des tempêtes, ça peut vraiment créer des risques importants pour ces personnes-là qui sont moins en mesure là, de savoir quand se réchauffer, quand se protéger. Et puis, dans les autres choses qu'on a entendues, c'était, par exemple, vraiment le fait que se déplacer devenait vraiment un défi. Donc, une personne en déambulateur nous racontait que juste se rendre à une courte distance, ça devenait vraiment difficile. Donc, beaucoup d'essoufflement, très intense. Donc, ça pose la question même, est-ce que je vais sortir parce qu'il fait trop chaud, parce que c'est fatigant, donc c'est difficile. Il y avait on a aussi entendu des enjeux avec les difficultés respiratoires, notamment par rapport aux feux de forêt, la mauvaise qualité de l'air combinée à la chaleur. Donc ça aussi, c'était un enjeu. Une autre intervenante qui travaillait avec un groupe de personnes nous disait que elle, ce qu'elle voyait dans ses participants, c'est qu'ils quand il faisait chaud ou quand la qualité de l'air était mauvaise, il y avait vraiment une fatigue extrême de leur part. Donc, ils étaient beaucoup plus difficiles, disons, à mobiliser, à déplacer, à motiver, à faire des choses. Donc, elle le notait chez eux. Voilà. Donc, ça serait plus comme par rapport à la sensibilité au changement climatique. Ensuite, il y a la question de l'exposition, donc le fait qu'on est exposé, qu'on est moins bien protégé à certains aléas. Puis dans ce qui est ressorti, c'était le fait que, notamment, toute la question du logement, c'était un enjeu. Donc, il y a comme un défi là, pour trouver des logements qui sont, déjà qui sont abordables. Ça, c'est un grand défi pour tout le monde, mais notamment qui sont abordables et accessibles et adaptés. Donc, ça fait en sorte qu'il y a très peu de choix, que les gens se retrouvent là où ils peuvent bien se retrouver, que ce soit parce qu'ils ont la capacité de payer ou encore parce que c'est ce qui est disponible. Donc, ça fait en sorte que, bon, des fois, ils peuvent se retrouver dans des zones qui sont plus à risque. Donc,
qui sont plus à risque d'inondation, qui sont situés près d'un îlot de chaleur, qui ne sont pas climatisés. Donc, il y avait tous ces enjeux-là qui sont ressortis. Donc, ça faisait en sorte que même leur logement n'était pas particulièrement sécuritaire face au changement climatique. Euh, et puis, ça les mettait à risque. Et aussi, ben, donc, si notre logement n'est pas accessible, puis bon, on a peut-être une mobilité réduite, donc on n'a pas plein d'options là, comme pour être en sécurité. Ben, là, ensuite, les autres lieux qui s'offrent à nous comme halte climatique, ben, ces lieux-là, parfois, ils ne sont pas accessibles non plus. Donc, il y avait vraiment la question de, ben, déjà, certaines ressources qui peuvent être des haltes climatiques sont loin, donc c'est un enjeu pour s'y rendre. Sinon, certains parcs ou espaces verts qui sont pas accessibles, où il n'y a pas de mobilier pour comme, prendre des pauses en cours de route ou des choses comme ça. Donc, toute la question de l'accessibilité universelle était vraiment critique. Puis finalement, ben, dans les trois ingrédients de la vulnérabilité, il y a la capacité d'adaptation. Donc, la capacité d'adaptation, c'est notre capacité à trouver des solutions face aux problèmes qu'on rencontre. Puis, ben là, il y a tout ben, le défi là, on veut bien faire quelque chose, mais des fois, l'accès à l'information est compliqué. Donc, souvent, l'information n'est pas adaptée, n'est pas accessible. Donc, on pense à différentes sortes de handicaps, que ce soit la surdité ou bon, les personnes non-voyantes. Donc, des fois, l'information n'est pas accessible. Ensuite, on nous a dit aussi, mais des fois, il y a des enjeux même de littératie, parce que c'est pas tout le monde qui a pu finaliser beaucoup d'études. Donc là, il y a toute l'accessibilité du langage aussi pour que ce soit bien compris. Euh, la capacité d'adaptation aussi, elle peut être liée à des revenus, donc des revenus qui sont comme souvent moins élevés que la moyenne de la population. Donc, ça nous limite aussi dans ce qu'on peut faire pour, par exemple, adapter notre logement, pour pouvoir se payer un climatiseur, pour pouvoir se payer même un transport pour aller dans un lieu climatisé. Donc, il y a ça. Et puis, ben, comme Muriel le mentionnait, là, toute la question de la dépendance à l'électricité. Donc, ça aussi, c'est quelque chose ben, tu sais, qui était quand même assez important là, dans ce qu'on a entendu. Donc, les gens qui nous racontaient leur expérience des aléas climatiques, puis le fait que c'était tellement traumatisant pour eux quand, par exemple, l'ascenseur était plus disponible. Donc, souvent, une dame qui nous a dit dans leur bâtiment, ils sont 13 personnes en situation de handicap en chaise roulante, tout ça. 14 qui dépendent de l'ascenseur, puis là, il n'y avait plus d'ascenseur. Donc, c'est un peu la panique généralisée. Puis, des chaises électriques aussi très coûteuses, très lourdes, qui ne peuvent pas être déplacées par des pompiers, donc en cas d'évacuation. Donc, il y avait aussi un peu la question du stress causé par qu'est-ce qui se passe si je dois évacuer, je dois laisser ma chaise derrière moi, toutes les conséquences que ça peut avoir sur leur vie et leur bien-être. Donc, et puis même juste la question aussi par rapport à l'électricité, mais de pouvoir sortir de leur logement parce que certains dépendent de portes automatisées qui sont électriques. Donc, il y avait aussi ça qui avait été relevé, là, le fait que ces portes ne fonctionnaient plus, puis juste pouvoir sortir, ça devenait un défi. Donc, voilà, je vais arrêter ici pour le moment. Mais bref, on voit un peu là, toute l'étendue des défis que ça comporte. Merci beaucoup à vous deux, Marie-Pierre, Muriel. C'est vraiment intéressant comme introduction, là. Puis comme vous l'avez énoncé, c'est vraiment aussi important de se rappeler que plusieurs études de cas démontrent que les effets disproportionnés des changements climatiques sur les personnes en situation de handicap sont aussi le résultat de barrières économiques, sociales, institutionnelles auxquelles ces personnes doivent faire face, là, dans la société, sans même parler de leur exclusion dans les initiatives d'adaptation climatique là, qu'on va aborder un peu plus tard. Mais avant ça, ça m'amène à parler de la question de résilience, hein, ce que vous avez introduit. Donc, la deuxième question va comme suit. Quels sont les actifs communautaires particulièrement importants pour la résilience climatique des personnes en situation de handicap et quels sont les défis d'accessibilité là, de ces actifs communautaires? Donc, Marie-Pierre, tu peux commencer, comme tu travailles beaucoup sur les actifs communautaires, peut-être nous introduire aussi sur ce concept-là, puis ensuite, on va passer la parole à Muriel.
Oui, donc les actifs communautaires, c'est un terme un peu technique, mais qui englobe beaucoup de choses dans le fond. En anglais, ça serait les community assets. Donc, c'est un peu les ressources, les forces d'une communauté. Donc, ça peut être différentes choses. Ça peut être des lieux, comme par exemple un parc, un espace vert, un accès à l'eau. Ça peut être des organismes communautaires, des services. Ça peut être des personnes aussi, ça peut être des intervenants, mais ça peut aussi être des éléments plus intangibles, comme par exemple si on est dans un quartier où il y a une belle solidarité, beaucoup d'entraide. Donc ça peut être vraiment un actif qui est important. Donc lorsqu'il y a un événement climatique, ben, il y a peut-être quelqu'un qui va venir voir si on est OK, si on a besoin d'aide, si on a besoin d'aide pour déneiger notre entrée, des choses comme ça. Donc, actif communautaire, c'est force, ressources d'un milieu, d'une communauté. Donc, dans le cadre de notre recherche, l'idée, c'était d'identifier les actifs communautaires qui sont importants pour les gens et les groupes, puis de voir aussi est-ce que ces actifs-là diffèrent selon les groupes à qui on parle. Puis, est-ce qu'ils ont certaines limites à l'accessibilité aussi en fonction des groupes à qui l'on parle. Donc, dans le cas des personnes en situation de handicap, bien évidemment, la question du transport adapté là, est ressortie comme un actif très, très important, donc une ressource essentielle à la mobilité. Euh, Malgré le fait qu'il y a comme certains petits enjeux avec le transport adapté, donc tout ce qui est de la planification, bon, aussi le fait que, par exemple, lorsqu'il y a un aléa, ben, ce transport-là peut être interrompu ou suspendu, ou peut-être que certaines sorties vont être priorisées plutôt que d'autres. Donc, c'est sûr que ça compromet un petit peu la mobilité à ce niveau-là. Ensuite, ben, toutes les ressources communautaires ont été comme vraiment bon, très, très soulignées, très, très appréciées. Mais ce qu'on relevait par rapport aux organismes, plus spécifiquement pour les personnes en situation de handicap, c'est que souvent ils sont très loin de leur demeure. Donc, dans le cas des autres groupes populationnels qu'on a sondés, ben, les gens se réfèrent à des organismes de proximité qui sont dans leur quartier, qui sont facilement accessibles. Donc, lorsqu'on pense à un événement, un aléa climatique qui nous limite dans notre capacité de se déplacer dans la ville, ben, on peut aller à la banque alimentaire qui est à côté, on peut aller au centre communautaire se réchauffer, tout ça, alors que les ressources adaptées, ben, souvent, c'était des ressources qui étaient loin des demeures. Donc ça, c'était un enjeu là, qu'on a relevé quand même pour ces groupes-là. Sinon, dans les autres ressources qui étaient importantes, ben, il y avait tout ce qui était euh, service à domicile, maintien à l'autonomie, donc adaptation aussi des domiciles qui permettait aux gens d'être plus autonomes, d'être mieux préparés, euh, puis d'être plus en sécurité dans leur logement. Puis voilà, puis aussi, ben, comme je le mentionnais aussi, là, tout ce qui était les proches, le réseau, la famille, les intervenants, les voisins, donc tout ce qui favorise ben, tout un filet social autour de la personne, qui favorise son autonomie puis sa capacité à faire des choses. Puis c'est tout un réseau de personnes aussi qui peuvent venir en aide à la personne ou l'accompagner lorsqu'il y a des moments un peu plus difficiles. Voilà, donc dans les défis là, d'accessibilité, bien évidemment, on souligne là, comme le fait qu'il y a beaucoup d'endroits qui sont pas accessibles universellement. Donc ça, c'est un enjeu. Il y a la question du coût, du transport, la distance. Et puis sinon, ben, comme je l'ai mentionné tout à l'heure aussi, le fait qu'il y a beaucoup de communications qui sont pas adaptées. Donc, c'est des communications standards dans des canaux standards, mais qui ne rejoignent pas nécessairement les populations qui ont des besoins spécifiques. Euh, voilà, je vais laisser la parole à Myriam. Merci, Marie-Pierre. Je pense que tu as très bien étayé les grandes panoplies de défis d'accessibilité. Je vais pas y revenir. Par contre, je vais faire le lien peut-être par rapport à tous ces actifs communautaires. J'aime bien ce terme-là, avec les déterminants un peu plus structurels, parce qu'il y a une conversation directe entre ce qui se passe au niveau des individus, des communautés, avec ce qui se passe au niveau de la gouvernance et des politiques. Donc, oui, beaucoup de défis, mais qui ne sont pas insurmontables.
si les politiques et les normes d'accessibilité sont mises en place et qu'une reddition des comptes intersectoriels existe. Puis quand on parle d'intersectorialité, c'est secteur du handicap, du développement, du climat, de la santé, santé publique, développement, sécurité civile, etc. Donc, en plus d'un plaidoyer plus constant pour que les mesures d'accessibilité soient respectées, il y a la loi sur l'accessibilité, il y a plusieurs normes qui sont déjà mises en place. Donc, comment les acter? Je pense qu'on est rendu à cette étape, comment les acter? Et puis, si cette reddition des comptes est absente, ben, on doit se demander pourquoi. Pourquoi elle n'est pas plus effective. Et puis, pour que la résilience climatique des personnes handicapées soit effective, on doit revenir aux différents systèmes de santé, sociaux, économiques et d'adaptation et d'atténuation climatique. C'est ces systèmes-là qui doivent être résilients d'abord, donc de ne pas mettre le fardeau sur les individus ni sur les communautés, mais que les systèmes doivent être prêts euh, parce que la crise climatique, ben, elle est là pour rester et génère des impacts transversaux assez profonds pour différentes populations et notamment les personnes en situation de handicap. Et je voulais donner un petit exemple, par exemple, en Ouganda, étant donné que ben, les filets sociaux gouvernementaux sont très limités. Les organisations de personnes handicapées jouent un rôle extrêmement crucial comme un tampon pour permettre aux personnes en situation de handicap d'exercer leurs droits. Certes, ce tampon-là social est imparfait, mais ça permet aux personnes en situation de handicap d'avoir un meilleur accès aux services de santé, par exemple avec interprétation en langue des signes ou d'avoir des personnes guides. Les chiens guides là-bas, ça n'existe pas. Donc, c'est de voir aussi comment on peut maximiser ses acquis, ses actifs communautaires et donc là, on voit que dans ce cas-là, et peut-être de voir aussi ici au Québec, comment les organisations de personnes handicapées ou les organisations communautaires peuvent constituer cet actif communautaire justement pour qu'il soit un intermédiaire ou un champion. Et on le sait, le secteur communautaire joue un travail extrêmement important. On l'a entendu dans les nouvelles dernièrement. Donc, comment le faire souligner davantage pour faire ce lien-là avec la reddition des comptes et puis au niveau de la gouvernance intersectorielle? Donc, les résultats qu'on a eus de cette étude-là, en fait des deux études, celle menée en Ouganda et au Québec sur l'accès aux services de santé, puis de la présente étude sur les impacts des changements climatiques sur les personnes en situation de handicap, on voit que il faut questionner les décideurs et les acteurs intersectoriels. Et en fait, c'était fortement ressorti aussi parmi les recommandations et les solutions concrètes qu'on peut mettre en place assez rapidement. Mais ceci implique un suivi des personnes qui sont dédiées pour le faire et on est vraiment ravis qu'il y ait une coalition, en tout cas comme la vôtre, qui chapeaute plusieurs organisations. Peut-être c'est le filon à exploiter avec des instances gouvernementales comme celle avec qui Marie-Pierre travaille. Donc, de questionner le rôle des décideurs, acteurs intersectoriels, pour que l'accès soit plus inclusif et que les mesures soient plus équitables. Donc, les mesures, souvent, ce qu'on voit, est-ce que les répondants des études disaient, les réponses, ou en tout cas la réactivité, elle est post-arriérée après le désastre. Donc, on a les mesures, on a les outils, comment se préparer en amont et pas après. Et donc, dans l'autre étude sur les impacts des changements climatiques sur la santé des personnes handicapées, ce qu'on a vu quand on a interviewé les acteurs, ce sont des experts, donc des gens qui sont à un certain niveau de décision, mais en tout cas de technicité par rapport
par rapport aux questions de vulnérabilité, par rapport aux questions d'inclusion, donc que ce soit de la santé, du climat, comme je l'ai dit, sécurité publique ou en tout cas ceux qui travaillent sur les enjeux d'accessibilité. Il faut qu'il y ait plus de sensibilisation des deux côtés. Hein. Ce qu'on entend, c'est que beaucoup de personnes, ou en tout cas les organisations des personnes en situation de handicap, sont plus ou moins conscientisées par rapport aux défis des changements climatiques, bien qu'elles soient au premier plan par rapport aux impacts, mais aussi de l'autre côté, les autres acteurs, même si on parle de vulnérabilité, d'équité, ben, d'avoir cette lunette intersectionnelle dès le départ, d'inclure les personnes en situation de handicap, et on le rappelle, constitue plus de 20%, 22 je pense, 22% de la population québécoise, 27 au Canada. Donc, c'est pas une démographie négligeable. Et puis, ce qui ressort, et je vais finir avec peut-être un dernier point, c'est que les alertes, par exemple, d'urgence relatives à des désastres climatiques, ben, sont pas traduites en langue des signes, ni en langue simplifiée, sont pas connues ni accessibles des personnes en situation de handicap. Donc, même les alertes qui sont euh, euh, présentées durant les désastres ou les aléas climatiques, même à ce moment d'urgence, souvent ne sont pas accessibles. Donc, il y a tout un chemin à faire. Et donc, pour revenir à la question de résilience, je m'intéresserai d'abord sur la résilience des systèmes et des communautés au-delà de la résilience individuelle des personnes en situation de handicap. Merci beaucoup de vos réponses. Puis oui, vous l'avez bien énoncé justement que le concept de résilience est débattu en soi, là, parce que ça donne beaucoup le fardeau aux individus, aux personnes individuelles, mais les organisations puis les institutions ont un rôle à jouer là, dans les stratégies d'adaptation au changement climatique, sinon un rôle encore plus grand de par leurs ressources et leurs responsabilités, là, surtout au niveau gouvernemental. Vous avez justement commencé à y répondre déjà un peu, mais je vais vous permettre de compléter sur la question des stratégies d'adaptation. Quelles stratégies d'adaptation peuvent être mises en place pour mieux se préparer au changement climatique, que ce soit par les individus, les organisations ou les institutions, à tous les paliers? Selon vous et votre expérience, le plus concrètement, quelles seraient ces stratégies d'adaptation, Muriel, d'abord? Oui, ben je vais partager trois niveaux de stratégie. Donc, la première, c'est au niveau des instances gouvernementales. Tu sais, Geneviève a commencé avec les déterminants structurels, donc je vais commencer avec le niveau des instances gouvernementales. Donc, dans la mise en œuvre des stratégies d'adaptation climatique, inclure, je pense que c'est très important, d'inclure dès le début les personnes en situation de handicap et les organisations de personnes en situation de handicap pour orienter les mesures d'adaptation pour qu'elles soient accessibles aux différentes réalités des personnes en situation de handicap, faisant face à des barrières différentes, hein, qu'elles soient physiques, communicationnelles, et on en a parlé tout à l'heure d'information, mais aussi au niveau structurel. Il y a plusieurs politiques, mais elles ne sont pas mises en place. D'avoir aussi des points focaux sur l'accessibilité universelle, hein, donc ça faisait partie de l'intitulé de l'événement aujourd'hui. Donc, d'avoir des points focaux au niveau de l'accessibilité universelle, d'avoir des plans d'évaluation. Il faut évaluer ces plans et ces stratégies d'adaptation pour pouvoir rejoindre les personnes en situation de handicap où qu'elles se trouvent et quelles sont les stratégies qui fonctionnent, qui ne fonctionnent pas, et lorsqu'elles fonctionnent pas, que doit-on rectifier pour atteindre plus d'équité en santé? Je pense que on est très bon à planifier, mais il faut dès le départ aussi penser à monitorer puis évaluer est-ce qu'on a atteint ou pas nos objectifs. Et d'adopter aussi une perspective intersectionnelle et une approche une seule santé. J'ai parlé des animaux tout à l'heure, mais d'avoir un peu cette vision, cette gestion à 360 degrés en tenant compte justement de la population en situation de handicap au Québec et que les changements climatiques sont vraiment à l'interface
de la santé humaine, de la santé des animaux et puis de la santé environnementale. Donc ça, c'était au niveau gouvernemental. Au niveau des organisations et où ça touche aussi les instances gouvernementales. Faut, il faut pousser un peu plus. Et c'est sorti aussi des recommandations d'une des études de mener des audits d'accessibilité et avoir un plan de levée de barrières. Donc, une par une, il y a des barrières communicationnelles, physiques, d'attitude. Ben, il faut les lever une par une et de faire tester à nouveau ces mesures d'adaptation climatique. Est-ce qu'elles fonctionnent? Elles fonctionnent pas? Rejoignent? Ne rejoignent pas? Deuxièmement, c'est de documenter et de collecter des données sur le handicap au niveau de l'inclusion des personnes en situation de handicap dans les mesures d'adaptation climatique. Quand il n'y a pas de données, il n'y a pas de problème et on peut pas prioriser. Donc, c'est un peu cette chaîne-là au niveau du pipeline, un peu de présenter des données probantes pour qu'on puisse éclairer un peu les politiques. Et puis, pour les organisations de personnes handicapées, de s'informer sur les risques et les mesures d'adaptation climatique. Donc, d'avoir ce dialogue un peu intersectoriel, d'avoir plus de collaboration. Donc, ça, c'était fortement ressorti, que ce soit en Ouganda, au Québec, dans la première étude avec les personnes handicapées et leurs animaux, puis celle-ci qu'on est en train de mener avec des experts intersectoriels. Et puis, vraiment pour les organisations de personnes handicapées, de se rapprocher des organisations d'autres secteurs pour avancer ensemble pour une équité en santé climatique. Et puis merci encore à la coalition parce que je pense que vous êtes une plateforme qui vous pouvez rejoindre plusieurs organisations maintenant et comment les mettre ensemble au-delà de ce beau webinaire que vous avez organisé. Et troisièmement, au niveau des individus en situation de handicap, de promouvoir cet intérêt et d'apprendre davantage concernant les changements climatiques. Quand on avait commencé l'étude, au départ, plusieurs personnes handicapées nous disaient, ben ça nous concernait pas. Tout va bien, etc. Mais au fur et à mesure, quand on creuse un peu la question, là, effectivement, elles partagent beaucoup d'informations sur les défis d'accessibilité, mais aussi sur l'accès à différents services, pas seulement à la santé, mais services sociaux, éducation, etc. Donc, d'avoir cet arrimage un peu plus rapproché, puis de s'allier aussi à d'autres organisations de personnes en situation de handicap pour un plaidoyer plus concret avec un suivi. Alors, est-ce qu'il y a pas un appel à l'action à faire? Et puis une alliance solidaire hein, avec d'autres groupes de personnes en situation de vulnérabilité pour faire alliance et d'avancer ensemble comme ce que le mot invite, hein, une coalition, une alliance solidaire par rapport à une équité plus inclusive. Donc voilà, c'est les trois niveaux que je voulais partager avec Je pense que ça va dans le même sens de mon côté. En effet, tu sais, je pense qu'il y a du travail à faire pour accroître l'information puis la sensibilisation au changement climatique, à la fois aux risques, puis aussi aux impacts sur la santé. Donc, je pense que c'est pas tout le monde qui est nécessairement au courant des impacts sur la santé que ça pourrait avoir sur eux. Donc, je pense qu'il y a comme quelque chose à aller peut-être creuser un petit peu là, puis comprendre justement, ça serait quoi les interactions possibles avec les médicaments, ça serait quoi une réaction possible à une grande chaleur. Qu'est-ce que ça pourrait avoir comme impact sur eux, une mauvaise qualité de l'air. Donc, peut-être s'informer, être plus alerte, pour être plus alerte éventuellement aux symptômes, mieux les reconnaître avant que ça soit trop tard. Donc là, je parle plus au niveau individuel. Donc ensuite, je pense que donc c'est des choses que je mentionne au niveau individuel, mais je pense que les personnes certainement auraient besoin d'accompagnement de votre part ou des organisations. Donc il y a aussi
de faire un petit scan, d'identifier les vulnérabilités dans leur environnement. Donc, par exemple, ça peut être par rapport à leur bâtiment. Est-ce que c'est situé dans un îlot de chaleur? Est-ce que c'est peut-être susceptible d'être inondé? Comment je fais pour quitter mon appartement si jamais il y a quelque chose qui se passe? Donc, avoir un peu ces réflexions-là à l'avance, puis être un peu conscient des enjeux. Comme ça, si jamais, bon, on est au courant qu'un aléa est possible, ben, on peut déjà planifier en conséquence. Euh, Ensuite, ben, réfléchir aux stratégies qui peuvent être mises en place pour réduire ces vulnérabilités-là. Donc, c'est quoi mes haltes climatiques qui sont accessibles autour de chez moi? Où est-ce que je peux aller relativement facilement? Comment je peux y aller? Ensuite, est-ce que j'ai accès à un climatiseur ou un lieu climatisé? Est-ce qu'il y a un générateur dans mon building si je dépends de l'électricité? Donc, juste un peu réfléchir aux éléments qui pourraient réduire la vulnérabilité. Puis, aussi, ben, réfléchir au réseau de contacts qu'on a là, si jamais il y a quelque chose qui se passe, puis peut-être aviser ces personnes-là aussi pour faire en sorte que, bon, si jamais il y a des grandes chaleurs, il y a quelqu'un qui prend des nouvelles, ou nous-mêmes, on prend des nouvelles de quelqu'un d'autre aussi. Donc, on s'assure d'être le support possible pour d'autres personnes. Euh, et puis, ben, être au courant aussi des consignes sanitaires. Donc, bon, la santé publique ou d'autres organismes là, publient des consignes sanitaires lorsqu'il y a des aléas climatiques, mais peut-être de faire circuler ces consignes-là pour être au courant. Puis, donc, ça, c'est peut-être un rôle que vous pouvez jouer là, en tant qu'organisme relais. Donc, si je vais plus au niveau des organisations, des organismes communautaires, ben, je pense que d'ouvrir des espaces pour avoir ces conversations-là avec vos membres, je pense que c'est intéressant. Puis, tu sais, on l'a vu, nous, dans notre démarche, quand on a approché des groupes, c'était pas nécessairement des sujets qui soulevaient ou qui étaient d'intérêt pour, disons, l'organisme en tant que tel. Puis même, ils disaient, ah, tu sais, je sais pas trop qu'est-ce qu'ils vont pouvoir vous dire. Puis finalement, les gens étaient comme très très éloquent. Là. Il y avait beaucoup d'expériences vécues, il y a du stress aussi là, par rapport à certaines choses. Donc, tu sais, je me rappelle là, qu'il y avait une personne qui nous mentionnait que, bon, quand il y a une coupure de courant, ben, cette personne-là, elle se désorganise complètement et ça lui crée comme beaucoup de peur puis de stress. Donc, tu sais, comment on peut se préparer à ça, possiblement. Donc, en tout cas, donc juste déjà d'ouvrir les conversations, les espaces d'échange pour que eux, bon, puissent parler un peu de leur vécu, mais aussi peut-être partager des bonnes pratiques ensemble. Ensuite, ben, il y a plein de choses que vous faites ou d'autres organismes font là, qui sont essentielles, mais comme tout ce qui est visite, appel, accompagnement aussi dans des situations particulières. Donc, ça, c'est très important de le maintenir. Aussi adapter les interventions des organismes par rapport aux réalités climatiques. Donc, bon, ce qu'on entendait, c'est que les gens, des fois, déplacent un peu l'horaire pour s'adapter aux chaleurs ou vont prévoir un transport différent pour bon, s'assurer que ce soit accessible à tous. Donc, il y a certaines adaptations qui peuvent être faites pour accroître la participation de tous puis s'adapter au climat. Puis, faire des simulations aussi. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qu'on a entendu. Donc, on simule certaines situations. Qu'est-ce qu'on fait si telle situation arrive? Donc, ça permet aux gens de se préparer, de se poser les bonnes questions, puis peut-être ben c'est ça, d'être moins stressé si jamais ça a lieu. Puis, ben, il y avait toute la question du plaidoyer aussi qu'on a déjà mentionné. Puis sinon, au niveau plus institutionnel, ben, il y a comme beaucoup de travail encore à continuer à faire au niveau là, de tout ce qui est accessibilité en général, mais aussi accessibilité universelle. Adapter les communications, ça fait plusieurs fois que j'en parle, mais je pense que c'est un enjeu qu'il faut qu'on continue à marteler. Ensuite, tout ce qui est ben, financement là, du milieu communautaire, des organismes. Donc, c'est un élément, un maillon essentiel là, du filet social sur lequel ben, tout le monde repose, mais notamment les personnes en situation de handicap. Donc, c'est essentiel là, qu'on continue là, ben, en fait, qu'on continue de soutenir ces organismes-là au mieux de nos capacités pour, ben, c'est ça, pour le bien de tous. Voilà, puis ben, comme le mentionnait Muriel aussi, mais comme impliquer les personnes en situation de handicap dans la conversation
dans les consultations, dans la construction là, de ces stratégies-là. Donc, je pense que c'est ça, c'est vraiment une zone un peu d'ombre ou grise qui est sous, pas sous-utilisée, mais en tout cas, qui est vraiment un enjeu, je pense. Donc c'est essentiel là, qu'on soit comme plus systématique dans le fait d'inclure ces perspectives-là dans ce qu'on fait. Puis de pas, c'est ça, un peu des choses qu'on a entendues, des fois, il y a un certain découragement parce qu'il y a tellement de sortes de handicaps. Donc là, on ne sait pas trop par où commencer, qui prioriser, tout ça. Puis même s'il y a une personne en situation de handicap qui est là, mais elle représente évidemment juste sa perspective ou son handicap. Donc, c'est pas non plus. Le travail n'est pas fini, mais je pense il faut commencer à quelque part, puis éventuellement, ne serait-ce que d'avoir quelqu'un à la table, ben, ça nous oblige aussi à avoir ces réflexions-là un petit peu plus larges. Puis ça, je pense que c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille davantage. Merci. Merci beaucoup de vos lumières. J'espère que tout le monde prend des bonnes notes de vos recommandations selon leur propre levier d'action, bien sûr, là. Je pense aussi, tout comme vous, que c'est vraiment important qu'on continue de se coaliser hein, pour ne laisser personne derrière, surtout quand on va parler en dialogue avec les décideurs et les décideuses publiques. Et justement, pour terminer, dans la question de panel, tournons-nous vers l'avenir. Euh, Selon vous, quelles sont les prochaines étapes à entreprendre hein, pour faire avancer à la fois la lutte au changement climatique et au capacitisme? Est-ce qu'il y a des possibilités de collaboration, des fenêtres d'opportunité? Voilà. Euh, Vu l'heure, je laisserai peut-être Muriel répondre en premier pour ensuite te libérer dans ta prochaine rencontre. Après ça, on pourrait finir avec Marie-Pierre, puis ensuite ouvrir la période de questions au public si ça vous convient. Merci, c'est gentil. J'ai averti l'autre groupe, 13h05 max, donc je pourrais déborder un tout petit peu. Peut-être qu'on se répète, mais je pense qu'on peut marteler le message. Le premier, c'est vraiment, puis ça va, je rebondis sur ce que Marie-Pierre disait, c'est que les comités de préparation et d'implémentation des mesures d'adaptation au changement climatique doivent absolument intégrer les personnes avec différents types d'handicap, hein. Donc souvent, c'est handicap moteur, visuel, auditif, sensoriel, de communication intellectuelle, mentale, donc les différents types, et d'avoir aussi cette lunette genre hein, par rapport aux gens qu'on invite, et puis les organisations qui les représentent dans le processus de préparation, mais aussi de tenir compte de leur savoir expérientiel dans une perspective favorisant l'équité en santé. Donc ça, c'est la première piste. Et ces pistes-là, c'est pas juste moi qui les invente, c'est issu des recommandations des participants, qu'ils soient en situation de handicap ou des experts intersectoriels. Deuxièmement, c'est que les responsables, et puis là, je mets l'accent sur les responsables, ceux qui prennent les décisions des secteurs, que ce soit au niveau de santé publique, climat, environnement, du handicap, et ben, ces personnes doivent rendre les structures de gouvernance intersectorielle et les systèmes d'information de communication plus accessibles et adaptés aux besoins des personnes en situation de handicap. Et je rajouterais aussi incluant leurs animaux parce que souvent, ces derniers ne font qu'un duo indivisible avec les personnes en situation de handicap, que ce soit les animaux d'assistance ou les animaux de compagnie pour la santé mentale des uns des autres. Je vois que Frédéric est d'accord. Merci. De documenter aussi mieux les réalités des personnes en situation de handicap puis leurs animaux face au changement climatique. Plusieurs personnes en situation de handicap avaient besoin de services vétérinaires, devaient attendre. Donc, c'était primordial pour aller à l'école, pour aller au travail, pour sortir. Donc, il faut que ça soit beaucoup plus intersectoriel. Et puis, Marie-Pierre l'a dit de façon éloquente, tout ce qui est en train de se tramer avec Vrac Park, je pense qu'il y a beaucoup de d'activités qui vont venir, qui sont très prometteuses, et donc il faut continuer à pousser. Puis, quatrièmement, monitorer puis évaluer
toutes ces mesures d'adaptation. Donc, il faut les faire dès le début, tout en mettant à disposition les ressources nécessaires. T'en as parlé, Marie-Pierre, mais quand on dit ressources, c'est pas juste l'argent, c'est aussi ressources humaines, c'est aussi ressources de temps. Donc, que ce soit bien inscrit aussi dans la temporalité des demandes ou agendas de chaque organisation, d'avoir plus d'événements intersectoriels comme celui-ci, puis je le répète, pour susciter plus de rapprochements, de susciter plus de discussions, des collaborations futures, puis finalement, c'est transversal, plus de sensibilisation auprès des personnes en situation de handicap, les organisations de personnes en situation de handicap, nos structures. Moi, à chaque fois que je donne des cours, j'inclus les personnes en situation de handicap, le handicap, l'accessibilité, l'équité, interespèces, donc, et je termine là-dessus, il y a beaucoup de défis, mais les solutions existent. Les solutions sont disponibles. Il faut juste les acter, il faut les optimiser. Il y a plusieurs outils, et puis peut-être Thierry, il y a Jimmy Turgeon-Carré qui sont là. Dans notre autre projet maintenant, il y a plusieurs outils, une pléthore d'outils et de mesures, mais comment les faire avancer, comment les faire vivre pour que les personnes, ben, je dirais les femmes, les hommes, les enfants, les jeunes en situation de handicap puissent en profiter au même pied d'égalité que n'importe quelle autre personne dans la société. Voilà, à toi, Marie-Pierre. Oui, aussi, c'est ça. Tu sais, je pense mettre l'accent sur le fait que l'accessibilité, c'est bon pour tout le monde. Donc, ça, évidemment, je vous apprends rien. Mais que, dans le fond, toutes les stratégies d'adaptation au changement climatique, puis je pense que c'est Sébastien Josin là, qui dit souvent ça, mais en fait, il faut les voir aussi comme une opportunité de, de changer positivement les choses. Donc oui, les changements climatiques, c'est comme une menace évidente, importante. Il va y avoir certains investissements qui vont être faits pour s'adapter, mais pourquoi ne pas en profiter pour repenser l'adaptation, pour une plus grande accessibilité pour tous? Donc vraiment saisir ces opportunités-là. Donc, documenter aussi les enjeux pour éviter la maladaptation, collecter des données. Donc ça aussi, je pense que ça peut être un rôle dans lequel vous pouvez jouer un rôle là, important là-dedans. Donc évidemment, il y a la recherche, il y a la santé publique, donc qui travaille là-dessus, mais je pense que ça, souvent, la recherche va être interpellée par ce qui se passe sur le terrain. Donc, je pense qu'on sent là, qu'il y a un intérêt grandissant au niveau des organismes pour les changements climatiques, pour les impacts bon, sur leurs bénéficiaires et membres et tout ça, mais qu'il y a encore quelque chose à travailler, là. On sent le début de quelque chose, mais je pense que c'est important aussi de documenter ce que vous entendez, ce que vos membres disent, les limites auxquelles ils se confrontent, puis les enjeux qui naissent du terrain pour les faire remonter pour qu'éventuellement, ben, on puisse vous accompagner aussi là-dedans, puis que ça devienne quelque chose qu'on peut porter ensemble. Puis pour ce faire, ben, je pense que ça peut être intéressant là, de justement travailler plus sur la sensibilisation à la fois des organismes, mais aussi des membres. Là. Donc, ce que je disais tout à l'heure, là, en général, sur les impacts des changements climatiques, sur les conséquences aussi que ça peut avoir sur leur santé à eux. Donc, ça, c'est peut-être quelque chose dans lequel on peut vous accompagner aussi. Donc, on a déjà commencé à avoir là, des débuts de conversation avec certains là-dessus, mais il y a certainement un intérêt de notre part là, à être plus investi là-dedans. Puis ensuite, quoi d'autre? Donc, il y a des petites collaborations là, qu'on peut mentionner, mais comme on parlait là, du parc, là, le parc, le VRAC Parc. Le parc, c'est le plan d'adaptation au changement climatique de la santé publique. Donc, c'est quelque chose qu'on est en train de développer à la santé publique. Puis, il y a un des groupes avec lequel on travaille, là, c'est le groupe des personnes en situation de handicap. Donc, Muriel est impliquée, bon, Sébastien Jourdouin aussi, certains des organismes qui sont présents ici aussi vont participer là, dans les concertations pour réfléchir à des mesures d'adaptation spécifiques à ces groupes-là. Donc, c'est une autre opportunité de collaborer ensemble, puis ça s'en vient. Là, on a des rencontres la semaine prochaine là-dessus.
Et sinon, ben, comme ce que je disais là tout à l'heure, l'importance d'avoir des gens autour de la table. Donc, une petite collaboration là, assez récente, mais donc il y a Execo maintenant qui participe avec nous là, au collectif Résilience, qui est comme une instance de transition en commun pour réfléchir à, bon, à la résilience des populations au changement climatique. Donc là, on a cette perspective-là qui s'ajoute, puis on est très content de ça. Donc c'est ça, de développer le réflexe toujours là, de penser au handicap à chaque fois là, qu'il y a différents acteurs qui se rassemblent autour de la table pour réfléchir au changement climatique. Génial. Et merci beaucoup de votre générosité et du travail que vous faites. C'est vraiment apprécié puis c'était super intéressant là, comme panel. Bon, on ouvrirait les questions du public. Je ne sais pas si Geneviève, tu voulais arrêter l'enregistrement pour que les gens soient pas gênés ou on garde ça Oui, je peux, mais comme vous si souhaitez. jamais, en fait, je le laisserai rouler l'enregistrement. Super. Puis s'il y a des gens qui veulent pas être enregistrés pendant leur question ou quoi que ce soit, je pourrais faire pause ou faire une coupure là, faire du montage après, juste à me le mentionner. C'est génial. Puis, Muriel, quand tu dois y aller, tu peux te sauver aussi. Puis, nous avons avec nous justement Léandre et Thierry du laboratoire de recherche de Muriel. Si vous avez des questions plus spécifiques, puis que Muriel est déjà partie, ils pourront répondre. Alors, allons-y avec Frédéric. Commencer. Oui, ben un gros merci à vous deux, Marie-Pierre puis Muriel. Là. J'ai trouvé ça super intéressant. Puis effectivement, c'est des recherches qui sont essentielles en ce moment dans le contexte de crise climatique dans lequel on se trouve, mais puis en fait de polycrise, comme on l'entend de plus en plus dans divers milieux. En fait, j'ajouterais peut-être à la liste, à la longue liste de choses à faire, ce serait peut-être considérer maintenir justement des luttes, tu sais, lutte au changement climatique, oui, assurément, mais tu sais, je pense qu'il y a peut-être des occasions à construire justement de collaboration, oui, entre la santé publique et le milieu communautaire, le monde de la recherche, la santé communautaire, la santé publique. Mais moi, je constate notamment que dans le milieu de la lutte anticapacitiste, on commence à peine justement à travailler avec les milieux écologistes qui parfois comprennent mal en fait les milieux populaires, le milieu communautaire, puis on commence à construire ces alliances-là. Puis je pense que j'ajouterais à ça, puis c'est quelque chose qu'on parle absolument trop peu en fait surtout au Québec, je pense, ce serait aussi de créer les alliances justement peut-être entre les milieux anticapacitistes, oui, les milieux écologistes, mais aussi les milieux antispécistes, justement, qui mettent de l'avant la question justement de l'oppression justement basée sur l'espèce. Parce que je pense que, vous l'avez dit tantôt, Muriel, qu'il y a comme un combat indivisible qui est les individus, les personnes en situation de handicap humaine et leurs compagnons non humains, compagnons animaux, qui ensemble forment des duos de vie, souvent sur des décennies. Puis je constate que, pour prendre une expression antispéciste, c'est un peu un canari dans la mine. C'est-à-dire que non seulement les animaux non humains sont parmi les premières victimes justement de la crise écologiste et des changements climatiques, mais aussi les personnes de nos communautés qui sont loin de la norme capacitiste d'un corps en bonne santé, complet, sans trouble de santé mentale, etc. Fait que j'ajouterais justement peut-être au cocktail de choses que vous avez nommées, justement les luttes communautaires, les luttes politiques, puis les nécessaires rencontres entre les milieux antispécistes et autres, parce que justement, le milieu antispéciste met beaucoup d'emphase justement sur la recherche sur les animaux, notamment, qui est souvent utilisée justement pour aider les personnes avec des handicaps. On parle beaucoup de l'industrie animale, l'élevage, qui a des impacts au niveau climatique incroyables, mais faut pas oublier, je pense justement qu'il faut lutter justement pour plus d'entraide entre espèces. Puis je pense que la question de l'accessibilité universelle montre justement à quel point nos sociétés sont capacitistes, mais elles sont aussi antispécistes parce que la diversité des espèces qui vivent dans nos villes, dans nos communautés, en fait, sont extrêmement restreintes au niveau spatial. C'était mon petit commentaire à ajouter à tout ça. Merci. Hugo? Il y a Laurence que ça m'est levé aussi. Oh, pardon. Laurence. Bonjour, je suis de Action Femmes et Handicap. En fait, moi, c'était plus un commentaire. Merci pour la présentation. Euh, on est en train, justement, à Action Femmes et Handicap, en collaboration avec Down Canada, de faire une recherche. En fait, on a fait une recherche, on va la lancer au mois de mai, sur
la présence des femmes dans la lutte au changement climatique et dans justement ce dont Frédéric vient de parler, les liens qui n'existent pas beaucoup encore entre les organismes en écologie et qui luttent dans les changements climatiques et les femmes en situation de handicap. Nous, on est parti d'un constat, c'est-à-dire que la leader qui nous a comme éveillés au changement climatique, même si ça existe depuis très, très longtemps, c'est Greta Thunberg, qui est elle-même une fille en situation de handicap. Donc, on est parti de ce constat-là pour essayer d'aller comprendre pourquoi les femmes en situation de handicap s'impliquaient pas tant. Puis, bon, on a eu un début de réponse. Nous aussi, on a eu ce constat-là que les femmes pensent que ça les concerne pas tant que ça. Mais en fait, les études montrent que les femmes en situation de handicap, déjà les personnes en situation de handicap sont plus vulnérables au changement climatique, mais les femmes, étant donné de l'isolement que ça peut créer, le changement climatique, ils sont plus soumis, on l'a vu pendant la pandémie, ils sont plus soumis à la violence conjugale, à perdre leur emploi, tout ça. Donc, euh, on a voulu vraiment mettre de l'avant, d'aller voir avec elles pourquoi elles ne s'impliquent pas, puis comment elles voudraient s'impliquer, parce que, tu sais, c'est beau, nous, on est des organismes communautaires, on peut passer le relais des instances scientifiques qui font des recherches là-dedans, mais il n'y a rien de plus solide que de parler directement à une femme en situation de handicap ou à une personne en situation de handicap pour voir sa réalité. Tu sais, Puis j'ai été vraiment contente d'entendre parler autant des animaux de, de travail parce que j'ai un chien d'assistance. Puis effectivement, c'est quelque chose qui est tellement peu appréhendé, là. C'est fou. Ça fait partie vraiment des choses à travailler, je crois. Alors voilà. Merci. Si vous voulez réagir aussi, Marie-Pierre Muriel, allez-y. Sinon, Hugo, tu proposes la question. Oui, ben, je suis Hugo Vaillancourt. Je me trouve à être le président de la Coalition Solidarité Santé, puis être sur le comité santé et crise climatique. Mais je suis aussi à Execo, puis c'est ce chapeau-là que je mets en ce moment. Le, Toutes les questions dans lesquelles on est en train de parler en ce moment, c'est des questions de pouvoir. La crise climatique, c'est en fait une crise du vivre ensemble. On a fait si peu pour y faire face parce qu'il y a une poignée de gens qui ont du pouvoir et il y a toutes sortes de groupes et de catégories de gens qui sont soit pas importants, soit sacrifiables ou que même certaines personnes dans les groupes dominants voudraient se débarrasser. Euh, Puis c'est important, je pense, de garder cette lunette-là quand on parle de lutte à la crise climatique et en particulier quand on parle de la lutte à la crise climatique et des personnes qu'on handicap. Le, c'est, euh, il y a un paquet de choses qui auraient pu être faites depuis longtemps, des mesures qui auraient pu être faites pour que, ben, par exemple, beaucoup plus de logements soient accessibles et soient comme, tu sais, conçus pour tenir compte des différentes choses qui peuvent se passer. Mais qu'on se bute essentiellement à des obstacles quand on fait des demandes pour avoir ça. Même quand ce serait des demandes, ce ne serait pas si difficile que ça à mettre en place. Parce que c'est un peu de trouble pour les personnes qui ont le pouvoir de prendre des décisions sur, par exemple, ça va être quoi les normes du code de la construction ou sur, tu sais, comment on va faire pour concevoir plus de logements qui sont adaptés ou adaptables. Il y a aussi toute une mise, tu sais, de mémoire de personnes vivantes, là. Il y a une époque qu'une personne handicapée, là, sa place était en institution. On est encore comme de mémoire vivante de ça. Puis en fait, même il y a une désinstitutionnalisation, des gens qui sont battus pour un soutien à domicile, puis pour pouvoir rester chez eux. Puis c'est à ce moment-là, ces acquis-là sont menacés parce qu'il y a une grosse fragilité autour du soutien à domicile des personnes en situation de handicap. Mais on est encore face au résultat de cette mise à l'écart des personnes en situation de handicap dans la société, puis du fait que dans plusieurs cas, elles persistent encore. Et je voulais voir, parce que la DRSP a un mandat de combattre les inégalités sociales en santé, puis de travailler sur les déterminants sociaux de la santé. Je voulais voir, vous en êtes où dans vos réflexions par rapport à comment vous intervenez face aux capacités structurelles
Puis comment, au-delà de juste avoir des personnes en situation de handicap divers autour de la table, comment est-ce que vous voyez la redistribution du pouvoir autour des prises de décision dans ce contexte-là? Parce que c'est un long préambule, puis c'est pas une question simple, là, mais parce que des fois, on en parle un petit peu comme si c'était comme juste des personnes qui sont mises à côté de manière un peu regrettable et qu'on a besoin d'être plus sensibilisés, plus inclusifs, mais alors que nous, à Execo, on est vraiment basé sur l'idée que c'est le résultat de plusieurs dynamiques de pouvoir, là. Oui, ben c'est une question complexe, hein. Je pense pas pouvoir fournir une réponse à la hauteur, malheureusement. Euh, c'est un enjeu, là. Je vais comme en toute transparence, même à la DRSP, c'est pas un sujet qui est bien couvert. Tu sais, il y a des trous dans différentes thématiques, puis j'ai l'impression que la question des personnes en situation de handicap, c'est un enjeu qui est pas bien couvert à la DRSP. Pour pallier à ça, on essaye de faire des collaborations fortes. Donc, c'est pour ça qu'on s'associe justement avec Muriel, qui a un projet de recherche dédié. Ensuite, on s'associe à Sébastien Jourdouin aussi, là, qui est comme très actif sur cette question-là. Donc, on met nos forces en commun pour travailler ensemble sur ces questions-là. Euh, mais, mais je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Puis pour le moment, je vois, c'est ce qu'on fait là. Puis comme je vous dis là, je pense que c'est comme quelque chose dans lequel on essaie de s'investir davantage, mais il y a somme toute assez peu de ressources qui sont dédiées à cette question-là. Merci de votre réponse. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions, commentaires, Puis des peut-être réflexions? en attendant là, pour peut-être faire un petit commentaire sur la question de Laurence. Euh, Je pense qu'à quelque part, c'est normal aussi que les femmes soient pas, ben, les femmes avec lesquelles vous travaillez soient pas nécessairement investies tout de suite dans la question des changements climatiques. Tu sais, il y a beaucoup d'enjeux dans lesquels on pourrait s'investir. Puis bon, déjà, on a un handicap, c'est beaucoup à gérer là, dans la vie en général. Fait que je pense que ce qu'on a fait à travers la recherche, c'était aussi de constater que les organismes communautaires en général, souvent, elles se considèrent pas nécessairement comme des acteurs de la transition socio-écologique. Donc, a priori, elles se voient pas nécessairement tu sais, elles voient pas nécessairement le lien avec leur travail, puis toute la question environnementale. C'est normal. Mais ce qu'on voulait faire, nous, en fait, c'était de démontrer qu'elles font partie de la transition socio-écologique, leur travail, tout le travail qui est fait pour bâtir le filet social, en fait, ça fait partie de la solution, c'est de l'adaptation au changement climatique. Donc, même si les gens le nomment pas, même s'ils sont pas nécessairement avec une pancarte pour dire les changements climatiques et tout ça, ben, il y a beaucoup de choses qui sont faites, qui sont tissées délicatement, puis qui contribuent en fait à l'adaptation au changement climatique, à la transition socio-écologique. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est surtout de valoriser l'existant. Tout ce qui contribue au filet social en ce moment fait partie de la solution. Euh, donc, c'est normal que tout le monde ne soit pas en train de le clamer haut et fort. C'est un processus. Comme je disais, je pense qu'il y a certains organismes qui commencent à s'intéresser à la question des changements climatiques. Ça s'en vient. Je pense que on voit là, que ça prend de plus en plus de place. Donc, j'aurais confiance quand même que l'engagement des femmes va venir éventuellement parce que les femmes, de façon générale, sont très engagées. C'est des acteurs de toutes les luttes, des actrices de toutes les luttes. Donc, je pense que le moyen de le faire, c'est surtout par l'information, par la sensibilisation, de continuer votre travail, d'en parler, de leur laisser l'opportunité de faire ces liens-là aussi, le fait qu'elles œuvrent, qu'elles sont impactées par les changements climatiques, qu'elles font certaines choses à leur niveau, mais qu'elles contribuent peut-être d'une façon qui est moins claire pour elles, mais qu'elles contribuent d'une autre façon aussi
à justement à tisser le lien social, à aider un voisin qui en a besoin lorsqu'il fait trop chaud ou à aller porter de la nourriture à quelqu'un d'autre qui peut pas se déplacer. Donc, il y a plein de choses qui sont faites, puis qui sont des fois un peu invisibles, mais qui contribuent. Donc, ça serait pas une très grande préoccupation de ma part, mais le fait qu'elle soit pas tout à fait engagée, mais je pense que ça s'en vient. Puis c'est à travers l'information et la sensibilisation qu'on peut bâtir cette mobilisation-là. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour, je m'appelle Julie Sans Façon. Avec l'iPhone que j'ai, je pense que j'ai peut-être une version 18 de Zoom, je n'arrivais pas à lever la main et je me demandais si c'est possible pour moi de poser une question. En fait, je suis je suis très active par rapport à cette thématique, y compris à une chaire de recherche de l'UQAM qui s'appelle chaire RIS, réduction justement par rapport à la réduction des inégalités sociales de santé. Je fais partie d'un projet de la chaire RIS sur la chaleur accablante. Je suis considérée comme une des 6 personnes considérées comme prioritaires. Et justement, je me demandais si je pouvais poser une question au sujet du lien entre la justice climatique et le logement. Et en fait, je me demandais aussi s'il y a beaucoup de thématiques connexes parce que la chaleur se vit en, euh, en conjonction avec l'urbanisme, avec l'accès aux espaces verts, avec les îlots de chaleur, les corridors de vent, les environnements très urbains. Bref, ce que j'ai remarqué en demeurant là, en respectant une confidentialité, c'est que certaines personnes, dont moi-même, vivent ces questions climatiques, mais entre mes 4 murs et des logements qui sont très difficiles à garder chauds en hiver. Il y a même des promoteurs qui appellent ces logements-là des passoires parce que justement, là, l'air glacial entre par les échangeurs d'air, par les murs sont très peu isolés parce que souvent dans les chantiers, on va couper des coins ronds, comme on dit, en fin de chantier, et puis murs pas assez isolés. Construction en béton. Et le béton, ben justement, va garder la chaleur ou le froid. Et puis aussi difficile à garder au frais en été. Et je suis une personne dont l'animal de support émotionnel, mon furet Loki, est mort. Il est mort le 1er juillet 2022. Ça a été, je ne témoignerai pas de ça, mais ça a été un des événements les plus épouvantables de ma vie parce que j'avais, même si j'ai la clim, pas l'outil pour le garder en vie. Et puis, je me demandais, la question s'en vient, si par rapport au logement, s'il y a eu des constats et des recommandations pour qu'entre nos 4 murs, nous ayons le bâti adéquat et la façon de demeurer chez soi, mais sans faire face, et je n'ai pas encore parlé des enfants. Les enfants, les parents en situation de handicap qui ont des jeunes enfants dans des situations très chaudes. Je vous écoute s'il y a eu des constats et des recommandations à ce sujet-là. Oui, ben en fait, le logement, c'est un groupe en soi de notre plan d'adaptation au changement climatique. Donc, c'est aussi un enjeu qui est ressorti dans tous les groupes de consultation qu'on a fait. Donc, je l'ai mentionné là, tout à l'heure. Donc, c'est un enjeu dans les groupes de personnes en situation de handicap qui est ressorti. Donc, ben, le fait que il y a très peu de logements qui sont adaptés. Souvent, pour des raisons financières aussi, les gens se retrouvent très excentrés dans les logements où ils peuvent aller, puis qui sont soumis à différents aléas climatiques, des fois à proximité d'une autoroute, dans un îlot de chaleur, tout ça. Donc, c'est un très gros enjeu. Euh, Dans les solutions, ben, il n'y en a pas énormément parce qu'on est dans une crise du logement en ce moment, donc c'est pas évident. Euh, il y a des groupes qui se penchent, là, dont la Sève du Nord, qui se penchent sur la question de la précarité énergétique. Donc ça, c'est tous les défis qui peuvent être associés à la capacité de payer l'électricité ou être capable de se chauffer ou de se refroidir là, avec l'électricité. Donc, il y a des groupes qui se penchent sur cette question-là. La DRSP est impliquée là-dedans aussi. Euh,
Ensuite, ben, il y a évidemment plein de stratégies d'adaptation qui existent aussi pour faire en sorte que les logements bon, soient un petit peu plus adapté aux aléas climatiques, là, que ce soit le verdissement au pourtour ou bon, la location, le prêt de climatiseurs. Il y a aussi un nouveau projet, le programme avec Hydro-Québec qui va installer des thermopompes pour différentes populations un petit peu plus vulnérables, notamment dans les HLM. Puis ben, nous, on a fait dans le groupe logement, on a mentionné que les personnes en situation de handicap devraient être priorisées là, dans ce programme-là parce qu'ils sont moins mobiles que d'autres populations, donc ils ont moins de capacité à se rendre dans des halles climatiques ou à des lieux climatisés. Donc, des choses comme ça. Mais oui, il y a un groupe là, dédié qui travaille plus spécifiquement sur cette question-là, puis les défis sont très nombreux. C'est une réponse très complète et je suis contente que dès les débuts, il y a eu des personnes expertes de vécu, des personnes qui, justement, qui ont pu faire ce qu'on appelle l'exercice de croisement des savoirs, que toute personne a pu faire entendre son savoir expérientiel et une sensibilisation en disant, ben, si on isole comme il faut, si on réfléchit à ce qu'on fait, si on fait des choses qui, dans 20-25 ans, vont permettre aux personnes de le maintien en logement, de ne pas avoir à déménager, puis à dire, ben, finalement, de geler dans mon logement, ça vient de me coûter très cher. Très cher. Un déménagement, ce n'est pas à la portée de toute personne. Alors voilà, c'est très encourageant. Merci. Et puis peut-être si je peux juste compléter dans les choses aussi qu'on veut mettre de l'avant, c'est le fait que les subventions pour l'efficacité énergétique qui sont offertes souvent aux propriétaires, mais qu'elles soient euh, que si elles sont offertes aux propriétaires par le gouvernement, ben, qu'elles n'aient pas un impact sur le loyer des locataires. Donc, ben, donc c'est ça. Si par exemple, ils ont un financement ou une subvention pour changer les fenêtres pour que ce soit mieux isolé ou encore pour installer une thermopompe, ben, il ne faudrait pas que ça se répercute sur le loyer des locataires. Donc, on milite aussi là, pour s'assurer que les logements demeurent abordables, puis que ça soit, que s'il y a des subventions qui soient offertes, que ce ne soit pas les locataires qui écopent, parce qu'on est tous bien conscients là, que juste l'abordabilité, c'est un enjeu critique en ce moment. Merci. Thierry? Oui, je voulais juste réagir. Déjà, la question de Julie, je trouve qu'elle est révélatrice aussi des enjeux et des obstacles. C'est la diversité des acteurs et des secteurs qui sont impliqués dans toutes les stratégies possibles d'adaptation aux impacts des changements climatiques. Ça fait beaucoup de monde avec des prérogatives, des compétences, des mandats qu'il faut essayer de réunir, effectivement. Là, je viens d'assister à un webinaire avec le Douranos où il y a, semble-t-il, une volonté de plus en plus présente d'essayer de créer des plans climat plus intégrés pour que toutes ces personnes-là travaillent ensemble. Mais pour rebondir aussi sur la remarque ou la question de Hugo et des enjeux de pouvoir, donc la plupart des experts avec qui on a parlé reconnaissent qu'il y a des enjeux systémiques et donc que les changements climatiques en eux-mêmes viennent pas forcément changer la donne, si ce n'est qu'on reconnaît qu'effectivement ils peuvent exacerber les inégalités de santé. Mais ce qui était intéressant, et je pense que Muriel l'a mentionné, c'est des enjeux d'imputabilité et de responsabilité en bout de course. On a parlé avec des gens qui ont vraiment des experts de différents secteurs, handicap, santé publique, sécurité civile, ou sécurité publique plutôt, qui ont vraiment une vraie volonté de faire avancer ce problème-là, mais qui en bout de course se disaient que soit c'était pas vraiment dans leur mandat, soit qu'ils n'avaient pas les ressources pour le faire, soit que c'était un autre acteur qui devait utiliser le levier de l'adaptation climatique pour agir sur ces enjeux systémiques. Donc il y a une espèce de disparition finalement des bons coups, des initiatives, des consultations qui ont été faites auprès des personnes en situation de handicap dans beaucoup de projets et qui finalement se sont pas concrétisées dans des mesures vraiment concrètes
si j'ose dire, là. Ça a un peu disparu dans les méandres de la gouvernance et des différents acteurs. La chose positive, c'est qu'il y a des choses qui se font. Et puis, Marie-Pierre, je pense que la DRSP à Montréal fait partie de ces acteurs qui utilisent maintenant leurs prérogatives pour agir sur ces enjeux-là. Euh, Ce que je voulais, pour terminer, ce que je voulais préciser aussi en termes d'implication et d'enjeux de pouvoir, c'est pas seulement, et c'est une recommandation qui avait été faite par plusieurs de nos experts avec qui on a parlé, c'est pas seulement de consulter ou de co-créer les stratégies avec des personnes en situation de handicap, c'est généralement dans notre système, dans notre gouvernance, d'améliorer la représentativité des personnes en situation de handicap elles-mêmes. Et ça prend des emplois, ça prend pas seulement une consultation, ça prend des gens qui travaillent sur ces dossiers, qui sont payés pour le faire, comme tous les autres, et qui peuvent apporter leur perspective par rapport à ces enjeux-là. Donc ça aussi, c'est peut-être une piste d'action pour favoriser le réflexe d'inclusion quand on développe des outils d'adaptation. Je ne peux qu'acquiescer. Je suis d'accord. Si je peux me permettre, à la Coalition Solidarité Santé, on se questionne beaucoup aussi sur les enjeux de démocratie et tout. Puis, tu sais, par rapport au changement climatique, à la crise climatique maintenant, parce qu'on attend toujours d'être rendu dans des situations de crise là, avec nos gouvernements pour agir. On est beaucoup en réaction. Puis, tu sais, moi, je me souviens, dans les années 90, on savait déjà là, que ça s'en venait, la crise climatique. Fait que c'est pas comme si ça faisait pas une génération qu'on fait rien. Euh, Quand on pense à la question du logement, euh, je me dis, tu sais, est-ce que des organismes comme la DRSP peuvent faire des représentations auprès, mettons, des normes de construction pour qu'on change, pour que tout le nouveau bâti soit pensé avec une vision d'accessibilité, de résilience au changement climatique, par exemple, avec tu sais, des meilleures ventilations, du solaire passif un peu, tu sais, il y a beaucoup de technologies qui existent depuis longtemps. Ça se voit un petit peu partout dans le monde. Au Québec, j'ai l'impression qu'on est un peu mou là-dessus. Puis, tu sais, je me dis qu'au lieu d'être toujours réactif, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'être un petit peu plus dans la prévention puis de voir ce qu'on voit depuis 35 ans minimum? Comment est-ce qu'on pourrait construire mieux pour que ce soit plus d'avoir besoin d'une petite subvention à gauche puis à droite pour adapter, puis que ce soit toujours compliqué, puis que ce soit toujours aux personnes que revienne le fardeau de se réintégrer dans la société. Non pas que le système fonctionne pour être prêt à faire face à la, la situation notamment climatique là, dans laquelle on s'enlise, j'ai le goût de dire. Euh, mais c'est ça. Est-ce qu'il y a des représentations politiques qui peuvent être faites, par exemple, par rapport à... Parce que je pense que la santé, c'est un angle important, c'est une responsabilité importante du gouvernement. Puis comment est-ce que... Et l'environnement, parce que c'est intrinsèquement lié. Comment est-ce que ça peut avoir un levier idéologique ou politique pour que d'autres ministères enclenchent une espèce de progression, là, de passer au 21e siècle, là. Voilà. Mhm. Oui, mais c'est ça. Donc, juste dire, il y a une personne là, à la DRSP qui travaille à 100% sur le logement. Mais c'est sûr que même pour cette personne-là, je pense que toute la question des changements climatiques, c'est aussi un sujet relativement nouveau. Tu sais, je pense que pendant longtemps, c'était plus une question de, tu sais, on regardait l'insalubrité, on regardait l'amiante, on regardait comme différents éléments qui avaient des impacts sur la santé, le logement, bon, comme un logement adapté, l'accès au logement, tout ça. Donc, il y a énormément de choses dans la question du logement. Donc, tu sais, tout ce qui est comme plus technicalité, efficacité énergétique, bon, tu sais, le bâtiment en général, je pense qu'on n'est peut-être pas rendu là encore, mais certainement que, tu sais, le processus qu'on fait en ce moment avec le plan d'adaptation au climat, ben, tu sais, fait cheminer certaines réflexions en lien avec les changements climatiques et les logements. Donc, je pense que oui, tu sais, on peut espérer, ben, on va pas qu'espérer la personne qui travaille sur le logement ait fait partie là, de différentes coalitions en lien avec les changements climatiques. Donc, c'est une expertise aussi qui est en train de se bâtir. Et puis, et oui, tu sais,
je pense qu'il y a plein de choses qui s'en viennent, mais c'est sûr que les technicalités du bâtiment, c'est peut-être pas notre force en ce moment. Puis il y a peut-être d'autres acteurs là, qui sont plus aptes à le faire, mais c'est ensemble, je pense qu'on est complémentaires aussi dans ce plaidoyer-là. Merci. Merci. Blaise. Bonjour. Alors, ben c'est ça, j'ai pas une question ou un propos fascinant à partager, si ce n'est qu'on a parlé beaucoup de coalition. Puis, moi, un peu contrairement au sentiment général, je vois qu'il y a beaucoup d'appétit pour les partages sur les questions d'inclusion, puis euh, de lutte au changement climatique, puis d'adaptation. Et puis, c'est ça, c'était juste simplement un appel à continuer d'avoir ces moments d'échange-là, puis ces moments de partage-là qui, j'ai un exemple là, qui a été un de nos grands succès dans des événements. C'était la présentation de l'étude de la table des groupes de femmes du Montréal Métropolitain sur la mobilité devant un public de gens en mobilité, en urbanisme, qui n'étaient pas sensibilisés entièrement et qui sont ressortis de là avec des grandes réalisations. Donc, ce genre de possibilités-là sont vraiment disponibles. Puis je pense que des initiatives comme Transition en commun, nous, là, au CRE, c'est depuis longtemps que l'équité et l'inclusion, ça fait partie de notre analyse, là. Donc, continuons ces occasions de rencontre-là, puis de dialogue pour que toutes les notes que j'ai prises soient réalisées dans les prochaines années. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous et à toutes. La journée, le webinaire tire à sa fin. Fait que je voulais vous remercier pour votre participation. On a tout enregistré, on va rediffuser pour que justement les gens puissent avoir un peu ces réflexions-là en tête et les inciter à en faire d'autres. Est-ce que, Marie-Pierre, vous aviez un mot de la fin ou une conclusion pour... Ben non, pas Non? particulièrement, mais c'est ça, tu sais, moi, c'est un sujet qui me tient à cœur, puis justement, tu sais, j'ai soif comme de ces collaborations-là, donc si jamais vous pensez à quelque chose, je vous tends la main pour collaborer pour la suite. Ben, merci beaucoup, puis merci d'avoir pris le temps de nous parler de tout ça, là. C'est vraiment intéressant. Donc, on garde la porte ouverte, puis on se reparle prochainement. Merci. Merci beaucoup. Merci tout le Merci tout le monde. monde. Bonne fin de journée.